I was wondering if I will have to speak in English or in French, but maybe I will do it in French. I've seen that most people are speaking in French in this audience. So sorry, my slides are in English. Oui, donc, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation, merci Fazia pour l'organisation. Vraiment, on a échangé pas mal. J'étais aussi au comité scientifique et vraiment, c'est toujours très cadré, vraiment un vrai plaisir. Et c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, on ne se connaissait pas, juste par email. Donc, merci aux organisateurs, merci à ceux qui ont lancé cette série de conférences. J'en ai participé à quelques-unes, en Tunisie notamment, au Maroc. Donc, c'est toujours un plaisir de revoir cette communauté. Il y a plein d'anciens collègues, de collègues que je connais, que j'ai connus ou avec qui je travaille actuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de matériaux biosourcés. C'est ce qui me tient un peu depuis ma thèse, pratiquement. Donc, je tiens beaucoup sur les matériaux biosourcés et sur leurs propriétés, notamment dans leur équilibre qu'ils ont entre les transferts thermiques et hydriques. Le titre est un peu écourté ici parce qu'il fallait faire on a écourté le titre un peu dans la présentation des conférences invitées. Je vais surtout mettre l'accent sur l'apport de la modélisation pour la caractérisation. Parce qu'avant de faire la simulation pour dire comment l'enveloppe va se comporter, il faut avoir une caractérisation de ces matériaux biosourcés, et notamment au niveau transfert hydrique. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours très simple. Donc, je vais vous expliquer plutôt comment le numérique peut aider à la caractérisation. Et pas trop sur l'application, parce qu'une fois, toute la modélisation que je vais vous proposer, une fois que les matériaux sont caractérisés, on peut bien sûr l'utiliser pour modéliser et pour simuler des configurations particulières. C'est ici pour aussi. Donc, en quelques mots, je travaille à l'école centrale. Ah oui, c'est un peu bizarre. OK. Centrale Supélec, l'université Paris-Saclay, qui est localisée principalement dans le sud parisien. Et des choses un peu inhabituelles. Moi, je porte un groupe, une quarantaine de personnes, qu'on appelle chaire de biotechnologie, qui est située dans la bioraffinerie de Pomac-le-Bazancourt. Une volonté des élus locaux de développer une activité sur la bioéconomie. Et je porte ce groupe-là, donc je vais 3 jours par semaine dans ce local ici. Non, c'est ici, voilà. Pardon, voilà. Je suis ici 3 jours par semaine et je porte un groupe de 40 personnes où on fait vraiment toute la valorisation du carbone renouvelable. En 2 mots, voilà, ça suffit. Produit par les plantes, par la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est le miracle de la vie sur Terre. Sans la photosynthèse, on n'aurait rien à manger et on n'aurait pas d'air pour respirer, pas d'oxygène pour respirer. Donc aujourd'hui, si nous sommes vivants, s'il y a une vie terrestre qui existait, s'il y a une vie animalière qui existe, c'est grâce à la photosynthèse. La seule organisme vivant sur Terre qui permet de remonter le niveau des molécules. Alors, on passe du CO2 complètement oxydé à des chaînes organiques qui ont une capacité métabolique ou catabolique. Ce n'est pas l'objet de la conférence, donc passons. Donc on est, Centrale Supélec, on essaie de promouvoir la bioéconomie avec le concept de jumeaux numériques qu'on pousse de plus en plus. Et puis dans tout ce que l'on fait, généralement, les transferts couplets de Charles masse sont pratiquement toujours existants. Je vais me sortir d'ici parce qu'il y a un petit écho là. Vos prochaines 45 minutes, j'ai pas l'heure là, donc je vais prendre mon horloge ici, 51. Je vais parler un peu de voilà, qu'est-ce qu'on fait pour modéliser, le système d'équation, qu'est-ce qu'on met en équation pour modéliser ce transfert couplé de Charles masse en milieu poreux. Ensuite, je vais vous dire comment ce modèle peut être utilisé pour la caractérisation. Je parlerai un peu des limitations de la formation macroscopique et je vous dirai comment finalement des effets multi-échelles peuvent être intégrés en changeant un peu les équations dans ces modèles macroscopiques. Et je vais conclure si j'ai le temps. Alors, je suis très bavard, donc il ne faut pas hésiter à me couper quand je dépasse le temps. Voilà. Donc, si on parle de l'eau et des matériaux biosourcés, c'est un vaste programme. Tous les matériaux biosourcés, alors souvent quand je parle de biosourcés, c'est tout ce qui vient des tiges des plantes, souvent des lignocellulosiques, pas seulement, mais souvent des lignocellulosiques. On fait aussi avec de l'amidon, par exemple, on fait des matériaux un peu avec l'amidon comme liant, mais c'est souvent des lignocellulosiques. Et bien ces matériaux, ils influent directement l'eau sur ces matériaux. L'inversion dimensionnelle, retrait-gonflement, très important, par exemple dans le bâti, pour la préservation des structures.
les propriétés mécaniques qui changent énormément avec la teneur en eau. On a tout ce qui est aging, donc la dégradation par des micro-organismes. Alors souvent on parle de seuil d'activité hydrique, l'activité de l'eau, au-dessus de 0,6, eh bien, on a un développement de micro-organismes, notamment champignons par exemple, champignons, bactéries dans les matériaux. Donc si on a une pathologie dans un bâti, si de l'eau arrive, et si l'eau ne peut pas sortir, eh bien souvent il y aura de développement de champignons. Donc ça c'est très important aussi. L'aspect énergétique, c'est primordial. Aujourd'hui, un code de thermique du bâtiment qui marche bien, nécessairement prend en compte le couplage chaleur-masse. Ce n'est pas seulement de la thermique. Et plus le matériau est hygroscopique, plus l'aspect eau, en plus de la thermique, est importante. Et puis le séchage et le... Voilà. Et comment on aborde ça? En caractérisation, on a beaucoup d'expérimentations, je vais vous montrer quelques-unes, pour faire des mesures. Et ensuite, ces mesures-là, souvent, on ne peut pas les interpréter directement. Il faut de la modélisation pour interpréter ces mesures. Et seulement après, on arrive à de la caractérisation. Et puis j'ai mis la petite courbe en bas, là, une photo en bas d'atténuation par rayons X, pour dire l'aspect transfert hydrique au liquide compte aussi énormément. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le bâti ici. Tous les matériaux qui sont ici voient de l'eau sous forme de vapeur. S'il y a de la pluie, il y aura de l'eau liquide. Et s'il y a de l'eau liquide, pour partir, il faut qu'elle s'évapore. Donc voilà, le liquide est important aussi. Voilà. Donc l'objectif de ce que je vais vous montrer, c'est comment des mesures expérimentales peuvent conduire à de la caractérisation hydrothermique. Vous allez me dire, pourquoi c'est si difficile? Si je fais une mesure de conductivité thermique d'un matériau, eh bien, on a des techniques, la méthode de la plaque gardée. Voilà, on impose un gradient de température, on mesure le flux, et puis on applique Fourier et on a le lambda. Bon, ça, c'est très facile. Non, dès qu'on a des transferts hydriques, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? Pourquoi les transferts hydriques? C'est compliqué, parce que si je mets un matériau qui est hygroscopique, par exemple, dès que je chauffe, ça va s'évaporer. Si ça s'évapore, il y a évaporation, chaleur latente de vaporisation. Donc, en chauffant, on va évaporer qui va changer la température. Si je veux avoir un gradient de teneur en eau pour mesurer une capacité de transfert hydrique, eh bien, ce teneur en eau va faire de l'évaporation-condensation. On va changer la température. Et donc, on n'est pas en train de mesurer un coefficient de transfert massique, on a du couplage avec la température, parce qu'on a un champ de température, et Dieu sait que la température change la pression de vapeur saturante et change complètement les transferts hydriques. Donc ce couplage est très difficile à découpler, justement. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va mettre tout ceci en équation. Tout ceci en équation. Hein. Donc qu'est-ce que je peux lire les mots-clés, hein? Transfert de chaleur, transfert d'eau liquide, transfert d'eau-vapeur, tout ce qui est équilibre, parce que souvent, je dis souvent à mes étudiants, pour commencer à parler de transfert, commençons par savoir où sont les équilibres, parce que le transfert, ce n'est jamais qu'un retour à l'équilibre. Donc commençons par définir les équilibres. La chaleur de vaporisation, très important, évaporation, condensation, c'est des postes énergétiques qui sont primordiaux souvent par rapport à la conduction thermique. Et puis la pression capillaire, eh bien c'est le premier paramètre à prendre en compte. Si on veut regarder, quand je mets de l'eau sur un matériau, comment est-ce que l'eau pénètre dans le matériau. Donc si on met tout ça en équation, si on a un code qui permet de modéliser tout ceci, eh bien on peut procéder par méthode inverse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir simuler l'expérimentation exactement. Et ce couplage va être pris en compte par le modèle. Et du coup, les mesures que l'on fait peuvent être exploitées pour retirer des paramètres intrinsèques, soit de paramètres thermiques ou paramètres diffusifs. Et puis, une autre chose que je vais aborder rapidement dans l'exposé, eh bien, on a aussi, grâce aux outils modernes, observation 3D, modélisation, on peut très bien faire du changement d'échelle. Et on peut prédire les propriétés par changement d'échelle. Et dans ce cas, c'est plus facile parce que quand on fait la simulation, nous sommes capables de dire, on fait une simulation en disant, j'isole les autres paramètres. Et je fais que du thermique ou que du massique. Et on peut prédire les propriétés par changement d'échelle. Une fois que ça c'est fait, pourquoi est-ce qu'on fait de la caractérisation thermohydrique? Eh bien, on le fait pour simuler des configurations réelles. Voilà. Donc, commençons. Un peu d'équation. Voilà, c'est ça qu'on résout comme équation. Mais une fois que j'ai présenté ça, je dis souvent, quand on présente ça, soit vous les connaissez, ça ne sert à rien de les présenter, soit vous ne les connaissez pas, ça ne sert à rien de les présenter, parce que c'est impossible de les capter comme ça. Mais essayons d'analyser les termes. Ce qui n'est pas important, ce n'est pas les termes de l'équation, mais regardez ce qui existe.
Voici l'équation de conservation de la teneur en eau. L'humidité en général dans le milieu. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire, ici, ce terme-là, c'est la diffusion d'eau liée. La diffusion d'eau liée, tous les lignocellulosiques ont des sites de sorption. S'il y a un gradient de teneur en eau liée, les molécules peuvent glisser de site en site. Et ça fait une possibilité de migration. Voici, migration d'eau liée. Deuxième terme ici, diffusion classique binaire. Diffusion binaire, vapeur d'eau, air, dans la phase gazeuse. Binaire, c'est croisé. On y revient tout à l'heure. Ici, on a le flux de vapeur, le W, c'est l'eau liquide, eh bien, on a la pression capillaire. Dans un milieu poreux, s'il y a plus d'eau à un endroit qu'à l'autre, les ménisques seront plus petits là où l'eau est faible. Et ça fait un gradient de pression liquide qui va drainer le liquide du milieu le plus humide vers le milieu le moins humide. Et on a aussi des termes de convection. S'il y a un gradient de pression dans le milieu poreux, eh bien, cette pression peut soit drainer un flux de gaz qui entraîne de l'humidité, parce que dans le gaz, c'est de l'air humide, donc il y a une partie humidité qui va être transférée par la loi de Darcy. Et puis, on peut aussi avoir un gradient de pression qui va pousser les ménisques et qui va drainer de l'eau liquide. Si vous faites du feu de bois, vous avez des grumes qui semblent sèches, elles ne sont pas toujours très sèches. Vous mettez une grume sur le feu, un morceau de bois sur le feu, ben, au bout d'un moment, vous allez voir que la surface ici, elle est mouillée. Parce qu'en faisant bouillir de l'eau, vous allez chauffer la grume, en faisant bouillir de l'eau, il y a une surpression, et cette surpression va aller chasser l'eau dans la direction où la sève circulait dans l'arbre. Donc la direction où la migration est très facile dans du bois. Voici un exemple concret de migration par effet de surpression interne qui pousse des ménisques d'eau et qui vont chasser l'eau en surface. Ça marche à tous les coups. Si vous faites du feu de bois, pratiquement à tous les coups, ça marche. Sauf si le bout de bois est sec est mis à l'abri depuis 10 ans, il y a toujours un peu d'eau liquide. Voici, et puis bien sûr, pardon, j'ai oublié, non, c'est pas ça, j'ai oublié, là j'ai passé, le premier terme, c'est l'accumulation. Et pour le coup, je suis d'accord, avec les feuilles, l'accumulation thermique est négligeable complètement. Dans un milieu poreux, l'accumulation d'eau est très importante. Donc bien sûr, il y a un terme d'évolution temporelle de la teneur en eau, qui est le bilan de tous ces flux-là. Le gradient, la divergence de tous ces flux vont faire que localement, la teneur en eau, elle monte ou elle descend. Donc le ρ0 dx sur dt. Conservation d'énergie, qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes-là? Alors, je fais plus simple. Le changement d'enthalpie au cours du temps, terme d'accumulation. On a le transfert d'enthalpie par convection. Si vous avez, je dis, si vous avez un robinet d'eau chaude, si l'eau ne coule pas, l'eau n'est pas chaude. Si vous ouvrez le robinet, l'eau est chaude au bout d'un moment, c'est de la convection. Ce n'est pas de la conduction. La conduction seule ne suffit pas. Donc, convection, transfert d'enthalpie par convection. On a aussi, bien sûr, le Fourier, transfert de chaleur. Et on a ici, en vert, tous les termes qui sont liés au transfert d'enthalpie, parce qu'il y a une diffusion. S'il y a une diffusion, il y a un mouvement de masse. S'il y a un mouvement de masse, chaque masse entraîne son enthalpie correspondante. Et puis, pour l'instant, ici, vous dites, bah oui, mais vous m'avez dit que l'évaporation-condensation est très important. Bien sûr, elle est contenue de façon implicite dans les différentes enthalpies. L'enthalpie de la vapeur est beaucoup plus forte que l'enthalpie du liquide, qui elle-même est un peu plus grande que l'enthalpie de l'eau liée. Et ces différentes enthalpies, eh bien, si j'ai des gradients, si j'ai un flux de vapeur et un flux d'eau qui arrive, et si l'eau se transforme en vapeur, ben, le flux d'enthalpie, il arrive ici sous forme d'enthalpie liquide, il va ressortir sous forme d'enthalpie de vapeur. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y aura un terme source ou un terme puits qui sera lié au changement de phase. Donc la différence de la temps de vaporisation, c'est la différence entre HV et HW, enthalpie de la vapeur, enthalpie du liquide. Voilà, donc démystifier les équations. Les équations, pour moi, quand je vois des équations, ce n'est pas des maths, c'est de la physique. Voilà, je démystifie. J'espère que ça vous sert. Et puis, on a une troisième équation, que je vais parler de surpression, de pression totale. Eh bien, il faut pouvoir avoir une troisième équation pour avoir la pression totale. Ici, c'est une équation simple de conservation de l'air sec. Donc, encore une fois, variation au cours du temps, accumulation d'air sec à un endroit, est égale à la divergence du flux d'air sec par convection et la divergence du flux d'air sec par diffusion. Les deux termes que vous voyez après. Alors, c'est un peu plus complexe, enfin, c'est pas complexe, mais il y a beaucoup de choses couplées derrière tout ça. Ce flux d'air sec, ce bilan d'air sec permet d'avoir, au cours du temps, localement, la pression partielle d'air. On fait l'hypothèse des gaz parfaits.
La pression totale, c'est la pression partielle d'air plus la pression partielle de vapeur, qui elle-même, la pression partielle de vapeur, c'est la pression de vapeur saturante fois l'activité locale hydrique qui dépend de la température et de l'humidité. Donc, cette pression partielle de vapeur, on y a accès par les autres variables d'état. La pression d'air sec, on l'a par la concentration d'air. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Eh bien, ici, on a ça qui donne la pression d'air sec. On a ici le transfert convectif dont je parlais qui va participer à la divergence du flux d'air sec. Et on a la diffusion binaire qui va participer aussi aux échanges de flux d'air sec. Et qu'est-ce qui reste? Epsilon G, fraction porosité relative à la phase gazeuse. Eh bien ça va donner le volume respectif des pores. Si par exemple vous enlevez de l'eau liquide, le volume de gaz augmente, et si le volume de gaz augmente, eh bien ça va vous augmenter le volume de pores, et ça a tendance à faire baisser la pression. Bien sûr, tout ça est interagi. Si vous baissez la pression et une dépression, il y a de l'air qui va arriver, et la pression se restabilise. Voilà. La bûche qu'on met dans le feu, ben typiquement, c'est sur ce terme-là qu'on agit. Hein, on agit sur PVS de T. Ici, mettons qu'il y a de l'eau liquide, à W est égal à 1. Si on augmente la température, on augmente PVS, on arrive au point d'ébullition. C'est quoi l'ébullition? PVS de T égale pression atmosphérique, 100 degrés. Donc on commence à avoir une surpression. Donc quand on met une bûche dans le feu, c'est le terme PVS qui va l'emporter. Après, on peut parler aussi de tension de thermomigration. Il se trouve que lorsqu'on augmente la pression, la tension de surface diminue et bien sûr PVS augmente. Donc dans les deux cas, si on a du chaud et du froid, l'humidité, qu'elle soit sous forme vapeur ou sous forme liquide, a tendance à aller du chaud vers le froid. Pour ça, ceux qui font de la thermodynamique du bâtiment le savent très bien. Le poids de rosée dans le matériau, c'est ça qui fait des pathologies. Le poids de rosée va faire condensation. Et donc ça, il faut le gérer absolument. Il faut, si vous avez un poids froid, hop, ça va vers le poids froid. Si c'est dans le matériau, ça condense. Vous arrivez à dépasser PVS, il y a de l'eau liquide qui se met en place. Si le liquide se met en place, vous savez très bien, l'eau liquide a du mal à ressortir. Donc ces termes-là sont très importants à prendre en compte aussi dans les couplages. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour caractériser. Je vais dire, commençons par les équilibres. On ne peut pas parler de transfert si on ne sait pas quels sont les équilibres. En température, c'est pas mal. Température, si vous mettez quelque chose à une certaine... Vous mettez des conditions limites, température constante, eh bien, au temps très long, le matériau va être à la même température. Pour l'humidité, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir ce qu'on appelle des coefficients de partage. Quelle est la relation entre la teneur en eau de matériau et l'humidité relative de l'air? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'isotherme-absorption. L'isotherme-absorption, c'est un équilibre. Ce qui veut dire que normalement, il faudra un temps infini pour le mesurer. Donc, quand on parle de mesure d'isotherme-absorption, ça paraît très facile, c'est l'équilibre. Expérimentalement, c'est quand même pas si facile que ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met comme critère. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec des DVS, Dynamic Vapor Absorption, et là, il faut mettre un critère. Quand est-ce qu'on estime qu'on est à l'équilibre? Et selon le critère que l'on met, la manip peut être très longue. On a à faire des manips très très longues, mais parfois c'est nécessaire. Donc voici un exemple. Ici, vous avez en rose l'humidité relative qu'on impose à l'échantillon, et puis en bleu, vous avez la masse de l'échantillon qui va venir jusqu'à nouvel équilibre. Quand on fait les absorptions, on va regarder les équilibres. Alors que ces courbes-là, on pourrait aussi utiliser la courbe d'accès au nouvel équilibre. C'est une dynamique, et on pourrait en tirer des coefficients de diffusion. Mais là, on va regarder juste les équilibres. Et après, on a une courbe qui donne l'humidité relative, teneur en eau. Teneur en eau d'équilibre, EMC, Equilibrium Moisture Content, en fonction de l'humidité relative. Et là, on a cette fonction d'équilibre qui va nous permettre de savoir, dans cette pièce, on est à 20 degrés, 50% d'humidité relative, eh bien, si on sait que ce morceau de bois-là, il va 50% relative, alors ça, c'est du flax. Bon, c'est du flax, c'est du lin. Mais c'est à peu près pareil. Donc, si c'est du bois, on aura à peu près 5, 6, 7, 8% d'humidité équilibre du bois, base sèche. Donc, ça, on peut déjà faire des choses. Si on regarde un peu plus en détail, on a une hystérésis. On fait une adsorption, on fait une désorption, on ne revient pas sur la même courbe. On a ce qu'on appelle des courbes enveloppes.
désorption est plus grande que l'absorption. Et ça, première chose à faire. Voilà, on a une courbe enveloppe, on part de 0, on monte, on arrive à la saturation, on baisse. Un matériau dans un bâtiment, ben, il n'est pas sur une courbe enveloppe. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe quand on est en transitoire. Je monte, je passe jusqu'en haut, je redescends et je remonte. Parce que l'humidité, elle varie entre, au niveau saisonnier, au niveau jour-nuit. Donc l'humidité varie sans arrêt. Ce qui veut dire que si on prend ces modèles d'absorption pour regarder la capacité, le moisture buffering effect d'un matériau, on se plante complètement. Il faudrait regarder des courbes intermédiaires. Alors, déjà, une sorption, c'est difficile à faire. Courbe intermédiaire, on a des manips qui durent moi, j'ai des manips qui durent 3000 heures. 3000 heures, c'est presque 6 mois. Voilà, donc des exemples de ce que l'on fait. On a la montée, la descente, et après, on cycle. Et regardez, la pente est différente de la pente des courbes enveloppes. Et c'est la pente qui va donner la capacité d'absorption. Donc, on a développé il y a quelques années un modèle, The Green Box Model, qui permet de prendre en compte cette histoire hydrique du matériau. Et si on ne le prend pas en compte, en gros, on fait une erreur de facteur 2 dans la capacité de stockage de l'humidité de matériau. Voici, premier concept tout simple, équilibre. Bien, l'équilibre en soi n'est pas si facile que ça. Je commence à voir que je vais être très lent. Teneur en eau, diffusivité, capacité de migration de l'eau en forme vapeur dans un matériau. Eh bien, il y a des méthodes qui sont normées. La méthode de la coupelle, en gros, on met un échantillon, on isole bien sûr les faces. Quand je dis on isole bien sûr les faces, c'est pas aussi simple que ça, il y a tout un savoir-faire. On isole les faces, on met une solution saline saturée à l'intérieur, on met ça dans un stade climatique. Avec ça, on a 2 humidités relatives de chaque côté. On impose donc un flux qui résulte de l'humidité relative. Ça ressemble à la loi de comment on fait la mesure de conductivité thermique. Et puis, on va peser ça au cours du temps. Alors, quand je dis au cours du temps, ça peut prendre plusieurs semaines. Et on regarde le régime établi. Quand on a une courbe linéaire au cours du temps, on a un régime établi. On regarde la pente qui est le flux qui traverse. On a la force motrice. On en déduit la diffusivité. On peut faire des méthodes en régime transitoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'isotherme de sorption. On a des échelons d'humidité relative. Le teneur en eau va aller vers un nouvel équilibre. Ben, la forme et le temps qu'il faut pour le nouvel équilibre, si on connaît la géométrie de l'échantillon, on peut en tirer un coefficient de diffusion. Mesure en régime transitoire. Et puis, nous, il y a quelques années, on a proposé une méthode plus simple, parce que je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de temps. Donc, on voulait avoir une méthode dans laquelle on puisse traiter plusieurs échantillons en même temps, sans avoir un robot peseur d'échantillons, etc., ou sans avoir une intervention manuelle. Donc, on a fait une expérimentation dans laquelle on met un échantillon ici. La face supérieure va être soumise à des conditions variables d'humidité. Ici, on isole complètement et on met un capteur température-humidité relative. Très simple. Et voici la réalisation. Donc, c'est des diamètres de 110 mm de diamètre. On peut mettre 10 dans un stade climatique et on va regarder le signal en face arrière. Donc, imaginez, en face avant, je mets un échelon d'humidité relative, j'attends l'équilibre, je mets un saut d'humidité relative. Eh bien, en face arrière, il y a une question de temps, mais au bout d'un certain temps, l'humidité relative va retrouver un équilibre. Et là, on mesure les mêmes variables. Humidité relative face avant, humidité relative face arrière. Donc, c'est comme la température, on sait d'emblée quel sera l'équilibre. Alors que si je mesure la teneur en eau, on ne sait pas d'emblée quel sera l'équilibre. Donc, ça permet de raccourcir le temps de manipulation, parce que si on a la première partie de la courbe, ben on sait prédire l'équilibre, on n'a pas besoin d'attendre pour avoir l'unité d'équilibre. Mais pour interpréter ça, ben, il faut un modèle complet qui prenne en compte ce couplage chaleur-masse. Donc voici la réalisation. Voici quelques exemples d'échantillons. Donc vous voyez ici, vous avez en fonction du temps, le bleu, c'est l'enceinte climatique qui varie un peu. Et puis on a en face arrière, ces oscillations en face avant sont atténuées par le matériau. Et on regarde comment les matériaux vont à l'équilibre. Et vous voyez, vous avez quelques échantillons différents, du MDF Medium Density Fiberboard, vous avez du bois. Et bien vous voyez que le temps d'équilibre est très très différent. Donc on voit bien qu'il y a de quoi caractériser le matériau. Et on voit qu'il y a une grosse variation
de propriétés diffusives de ces matériaux. Et donc voici un peu ce qu'on fait. On a prédiction, mesure, et on identifie les paramètres. Donc on a un modèle dans lequel la diffusivité n'est pas connue. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une diffusivité estimée. On calcule le critère, et l'algorithme va recalculer avec des fonctions de descente. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Il va recalculer l'écart en fonction de la diffusivité. Et quand les courbes sont à peu près similaires, je pourrais expliquer pourquoi il y a des petits déphasages, mais quand c'est à peu près similaire, ben on va dire qu'on a atteint la bonne valeur et on a donc caractérisé la diffusivité par méthode inverse. Un peu de physique simple mais intéressante. Je vous ai parlé de la méthode de la coupelle. Facile. Humidité relative face avant, à l'intérieur, humidité relative à l'extérieur. On a une diffusion binaire. Rappelez-vous ce que je disais au début, diffusion binaire, si j'ai un gradient de vapeur d'eau dans un sens, j'ai forcément un gradient d'air dans l'autre sens. Donc un flux diffusif de vapeur d'eau va être accompagné d'un flux diffusif d'air dans l'autre sens. Donc il faut que je rajoute le flux diffusif d'air. Maintenant, que se passe-t-il? L'air qui va aller dans une enceinte fermée, ça ne va pas aller très long. Donc cet air qui va rentrer va augmenter la pression. Jusqu'à quelle valeur d'équilibre? Jusqu'à ce qu'il y ait un flux de Darcy. Donc à la pression, je génère un gradient de pression, et cette pression va faire un flux de Darcy, flux convectif. Et l'équilibre sera obtenu quand, alors ce que j'ai mis en rouge, orange, c'est l'air, quand le flux diffusif à l'intérieur et le flux convectif à l'extérieur s'annulent complètement, parce qu'en régime établi, la quantité d'air dans le volume fermé est constante. Donc j'ai plus d'accumulation. Mais puisqu'on a un flux de Darcy dans l'autre sens, ça veut dire que ce flux de Darcy va entraîner une petite partie de vapeur d'eau. Donc cette vapeur d'eau, elle va s'ajouter au flux diffusif pur. J'ai mis plus petit, pourquoi? Parce que dans ce flux de Darcy, généralement, à température raisonnable, en dessous du point d'ébullition, il y a beaucoup plus d'air que de vapeur. Donc si j'ai un flux diffusif, on va entraîner beaucoup plus d'air que de vapeur. Donc le flux diffusif qui va contrarier la diffusion binaire d'air va induire un flux diffusif qui est assez petit de vapeur, mais qui n'est pas toujours négligeable. Donc on met ça en équation. L'aspect convectif, loi de Darcy aussi, le flux diffusif de vapeur d'eau. Le flux diffusif d'air, c'est l'opposé de ceci. On dit que le flux total d'air, qui est le diffusif, donc moins JV, plus Darcy doit être égal à 0. Et avec ça, on a un flux total de vapeur qui prend en compte Darcy également. Et on a deux équations. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces équations, rapidement? Ici, on a la diffusion classique. Et ici, on a un ratio qui, lorsque oméga V, c'est ρV sur ρg, à température, à 20 degrés, ce terme-là, c'est 1% à peu près. Donc, on rajoute 1% au flux de vapeur. Mais si on est à 60 degrés, on rajoute 10%. Et ici, on a le gradient de pression, le saut de pression, qui est lié au rapport entre la diffusivité du matériau et la perméabilité. Voici quelques solutions. Donc, alors, après, on peut avoir une solution numérique ou analytique. Analytique approchée, c'est le bleu. La solution numérique, c'est le rouge. On voit que voilà, la solution analytique approchée ne marche pas trop mal. La diffusion pure, où on a oublié le terme 1 sur 1 moins oméga V, eh bien, on voit qu'à température jusqu'à 40-50 degrés, il n'y a pas d'effet. À 80 degrés, on commence à avoir un gros effet, c'est la courbe verte. Et puis ici, j'ai le saut de pression pour certains matériaux, c'était pour du béton cellulaire. Donc voici l'analyse physique de ces choses-là. Alors passons à la pratique. On a mis en place une manip dans laquelle on a pris soin d'être sûr d'être étanche latéralement. On a mis un capteur de pression, la solution saline saturée, et puis on a regardé ce qui se passe. Alors ça, c'est la réalisation. Ça, c'est le béton cellulaire dans l'étuve climatique. Donc c'est une étuve sur laquelle on a mis la pesée en continu. Il y a la balance qui est en dessous. Et puis voici ce qu'on observe. Alors regardez, la teneur en eau, elle est super droite. Donc on a vraiment un profil établi. Ça, c'est la masse au cours du temps. Mesure continue de la masse au cours du temps. Donc c'est très, très, très fiable. Et puis ici, voici la pression. La courbe bleue, c'est la pression qu'il faut lire sur cette échelle-là. Vous voyez, on est à 40 pascal de surpression. Elle existe. Et si on regarde ça avec le milieu béton cellulaire, dans lequel j'ai fait des mesures de perméabilité par ailleurs,
il y a une vraie cohérence entre la pression mesurée, le flux de vapeur établi et la loi de Darcy. Voilà, donc je vais passer vite. Voici la perméabilité K mesurée par cette méthode qu'on peut améliorer et la méthode indépendante où on a mesuré la perméabilité avec une méthode dédiée. On voit qu'on est à 10-15% d'écart. Donc c'est pas mal. Ici, c'est du chêne. Alors le chêne, c'est intéressant parce que le chêne, il est tellement peu perméable que si la pression atmosphérique varie au cours du temps, on voit que le saut de pression, il varie un peu aussi parce qu'il y a tant caractéristiques de rétablissement de la pression intérieure parce que c'est très peu perméable. Mais on est cette fois-ci sur des sauts de pression de plusieurs centaines de pascal. Un mot sur, je vous ai parlé au début et vous m'avez cru, mais j'essaie de vous le prouver, le couplage chaleur-masse. Voici un exemple. Ça, on est à faire un matériau de construction du bâtiment, panneau de fibre de bois. Donc, c'est quoi la particularité du panneau de fibre de bois? C'est un isolant. Conductivité thermique faible, très fortement hygroscopique, très fortement diffusif, parce qu'on a des fibres avec des pores ouverts. Donc la diffusion est plutôt facile. Et on a mis 30 cm, donc quelque chose d'assez grand, dans lequel on a mis un capteur température-humidité au centre de deux panneaux. On a isolé les faces extérieures pour être sûr d'être là où on mesure en 1D. Et regardez ce qu'on observe. Température fonction du temps. Et qu'est-ce qu'on a fait? Oui, pardon. On a soumis cet échantillon en échelon d'humidité relative. Donc, que se passe-t-il quand on part d'humidité relative d'équilibre? Tout d'un coup, on va augmenter l'humidité relative. Le matériau est fortement hygroscopique. Donc, en augmentant l'humidité relative, l'humidité va aller augmenter la teneur en eau liée du matériau. Donc, la vapeur d'eau qui rentre va se condenser et va restituer la chaleur latente de vaporisation. Donc, le pic de température que l'on observe, c'est lié à cette condensation. Couplage chaleur-masse. Et regardez, c'est pas rien. On est passé de 35 à 39, 4 degrés d'écart. 4 degrés d'écart, je vous assure, sur la pression partielle de vapeur sortante, ça compte beaucoup. Et ça dure 10 heures. Donc, c'est pas rien. Et bien sûr, on a mesuré l'humidité relative en face arrière. Donc, ici, la courbe noire, c'est l'étuve qui a imposé l'humidité relative. Et puis, la courbe rouge, ben, c'est ce qu'on a mesuré en face arrière au cours du temps. Donc, normal, on était à l'équilibre et on va revenir au nouvel équilibre sur une période de temps qui dure une dizaine d'heures. On voudrait bien utiliser cette information-là pour en déduire la diffusivité massique du matériau. Mais si on oublie qu'il y a un couplage chaleur-masse, eh bien on va se bloquer complètement. Donc, que se passe-t-il? Il va se passer que ici, c'est les profils calculés avec les jeux d'équations obtenus. Donc, vous voyez, les 1 minute, 10 minutes, 30 minutes, 2 heures, 5 heures, 15 heures, sur les couleurs, les trois couleurs et des traits plats et les traits pointillés. Nous avons la phase d'échange qui est de ce côté-ci, à 0, et 20 mm, c'est la double face. Le matériau était 20 mm d'épaisseur, j'ai deux panneaux. Donc, 20 mm, c'est le centre. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que lorsqu'on va condenser, on va changer la température très rapidement. La diffusion massique et thermique est assez rapide. Et en changeant la température rapidement, c'est fait en la courbe, cette courbe-là, c'est là où c'est. Donc là, on est à 30 minutes. Voilà, 30 minutes, c'est où on a le pic de température de 4 degrés. En 30 minutes, c'est fait. En 30 minutes, la teneur en eau n'a presque pas varié, parce que la teneur en eau est très faible, et très peu diffusive par rapport à la thermique. Les ordres de grandeur sont très différents. Mais puisqu'on a changé la température, si je regarde la fraction massique de vapeur, elle a augmenté terriblement. Et c'est ça le terme moteur. Donc, si on oublie qu'il y a un couplage chaleur-masse, on va faire le calcul avec cette force motrice, et en fait, elle est égale à celle-ci. Donc, si on regarde ce qui se passe, alors rapidement, la courbe rouge, c'est la valeur effective de lambda. Voilà. Ça, la courbe rouge, c'est la simulation de ce qui se passe réellement. Regardez la courbe rouge, on est à 39 degrés, exactement comme la mesure. Donc, la courbe rouge, c'est la situation complète. Et sur ces trucs-là, on a fait des petites choses. J'ai changé, par exemple, le lambda, la conductivité thermique. Donc, ici, j'ai soit x2, fois 0,5. Donc, la courbe bleue, c'est x 0,5.
Cette courbe-là, c'est x2. Vous voyez comment ça change la montée en température, mais comment ça change aussi le retour à l'équilibre de l'unité relative mesurée. Et puis, je dois avoir un effet où LV est égal à 0, je néglige le couplage. Si je néglige le couplage, regardez la courbe que l'on a. Donc, si j'interprète la courbe rouge, qui est la courbe réelle, avec un modèle qui n'a pas de couplage, on a un facteur au moins 2 dans la diffusité mesurée. Donc, un exemple typique pour lequel, si on oublie le couplage, on fait une belle manip de caractérisation et la valeur obtenue est à 100% près. Changement d'échelle. Une autre façon de caractériser les matériaux. Changement d'échelle, alors c'est classique, hein, homogénéisation, prise de moyenne, volume averaging, homogenization. Voilà, c'est les mêmes choses, en gros, quelque part. On a la morphologie, on a un milieu hétérogène, on a la morphologie des phases, on a la propriété des phases. Avec ça, on fait une formulation de la solution. On a des solutions de base à calculer qui permettent de faire de la prédiction. Et ensuite, on peut soit valider par rapport à des mesures. Donc, objectif, voilà, on a des propriétés, on a une morphologie, et si on met tout ça ensemble, avec des méthodes numériques adéquates, on arrive à prédire la propriété. Donc, on a passé de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Alors, comment est-ce qu'on fait pratiquement? On a un nanotomographe. On va faire de la description de morphologie en dessous du micron. Donc, c'est voilà, des très belles résolutions. Donc, avec ça, on part d'un matériau. On le met sous le nanotomographe. On a des morphologies. Fausse couleur ici. Hein, le nanotomographe donne que des niveaux de gris. Avec ça, on fait des maillages. Ici, c'est du bois, mais on peut faire tout type de maillage. Et on fait de la prédiction. Dans ces prédictions-là, ici, chaque point ici, c'est tout ce procédé-là pour un matériau donné. Et là, on avait fait sur différents types de matériaux, peu importe. Et on avait reconnu des familles de morphologie qui donnent, quelque part, tous les points pour une morphologie donnée sont alignés. Et donc après, on a presque une prédiction, fraction solide, conductivité thermique, pour ces familles de morphologie. Une fois qu'on a identifié les morphologies, les familles de morphologie, de milieux poreux, pores ouverts, pores fermés, je vous passe les détails, ben, on a une façon très simple de prédire avec la fraction solide. Et ensuite, on peut faire même de la conception, quand on fait des matériaux biosourcés, on a des briques de base, comme on a un ces briques de base pour avoir les propriétés désirées. Là, c'est quand tout se passe bien. Maintenant, ici, c'est un morceau de bois, c'est du peuplier. Peuplier décrit à 0,4 micromètres de résolution. Donc, très belle description. On a une structuration 3D très bien. Le problème, c'est que si j'ai une tige de plante, si j'ai un matériau biosourcé, je ne sais pas avoir la phase solide seule. Donc, quand je vous dis l'homogénéisation, j'ai les propriétés, j'ai les morphologies, je prédis la propriété macroscopique. Si je n'ai pas la propriété de la phase, de chaque phase, on est bloqué. Si j'ai un matériau composite avec de la résine et de la fibre, ben, je peux caresser la fibre, la résine, et ensuite, voilà, l'approche marche bien. Si c'est du bois, ben, je n'ai pas les propriétés. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va procéder, encore une fois, en méthode inverse. Alors, ces méthodes inverses, c'est du lourd, hein, c'est des scans, c'est des maillages sur des millions de nœuds, etc. C'est du lourd, mais méthode inverse. On a un matériau comme ceci, on le scanne à grande échelle, on décrit la morphologie. On va faire la mesure de propriété sur ce matériau-là. Et on va ajuster la propriété inconnue. Voilà. Cette propriété inconnue, on va l'ajuster pour que la prédiction corresponde à la mesure. Une fois que c'est obtenu, eh bien, on a caractérisé par méthode inverse la propriété qui est inconnue au niveau microscopique. Et là, on a fait ça sur du bois, une publication l'année dernière, où on a vu que le lambda, dans le sens des fibres du bois, c'est à peu près 1. On a fait sur 2 espèces différentes. Et en sens transverse, c'est à peu près 0,6. Et quelque part, c'est normal, parce que dans le bois, on a des chaînes de cellulose avec des liaisons covalentes de la direction des fibres qui donnent une propriété mécanique conductive plus forte qu'en sens transverse. On est plutôt avec des liaisons faibles. Je ne sais pas si vous êtes encore patient. 27, ça fait 35. Bon, voilà. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Maintenant, on va raffiner les choses. Tout ce que je vous dis là, c'est pas toujours très simple, c'est pas toujours aussi simple que ça.
Ça paraît complexe, ce n'est pas toujours aussi simple. Voilà, la vie n'est pas toujours aussi simple. Milieu, low density fiberboard, donc des panneaux isolants à base de fibres de bois pour le bâtiment. On a fait des variations méthode transitoire. La teneur dimensionnelle, fonction du temps, racine carrée du temps. Si je mets fonction racine carrée du temps, on a l'effet épaisseur. Et avec ça, on en déduit les coefficients de diffusion. Qu'est-ce que l'on observe? On constate que le coefficient de diffusion mesuré, ici, dépend de l'épaisseur. Alors ça, vous savez très bien, hein, quand on a un paramètre intrinsèque, ça ne dépend pas de l'épaisseur. Vous mesurez un lambda d'un matériau, le lambda mesuré ne doit pas dépendre de l'épaisseur de l'échantillon mesuré. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a typiquement affaire à des échelles, à des effets de double échelle de porosité. En disant, alors, qu'est-ce que j'ai mis derrière? Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la constante de temps en fonction de l'épaisseur. Eh bien, on voit la courbe rouge, où sur l'épaisseur importante, la constante de temps varie comme le carré de l'épaisseur. On s'attend à ça. Phénomène diffusif, la constante de temps varie comme le carré de l'épaisseur. Donc la courbe rouge, c'est le comportement normal. Mais quand on a des épaisseurs faibles, on se rend compte qu'on va vers une asymptote. Et la constante de temps n'est plus dépendante de l'épaisseur de l'échantillon. Qu'est-ce qu'on observe? On voit une constante de temps microscopique qui est liée au temps caractéristique de diffusion de la fibre elle-même. Donc ce matériau-là, on a affaire à des fibres qui sont hygroscopiques, avec un coefficient de diffusion très faible, et une porosité qui est ouverte, donc très fortement connectée. Si on est en régime transitoire, eh bien, lorsqu'on va perturber l'échantillon, il faut le temps à l'humidité de pénétrer dans la fibre. Si l'épaisseur est trop forte, c'est ce temps-là qu'on va sonder. Donc on a deux temps caractéristiques, l'un macroscopique, l'autre microscopique. Et donc on peut avoir un modèle double échelle. Donc pour faire ça, on prend alors c'est des choses qui sont vieilles, hein, chez Walter 93. Donc c'est des micromodèles distribués qui vont prendre en compte, contrairement à l'homogénéisation dont je parlais précédemment, des non-équilibres, des profils qui ne sont pas à l'équilibre à l'échelle locale. Et si on fait ça, on arrive à simuler, par exemple, ici c'est schématique, enfin, c'est de la vraie résolution, mais ici on a l'épaisseur de l'échantillon, on trouve les 10 mm de mi-épaisseur. Ici la teneur en eau, on va faire une adsorption et on va voir au cours du temps, que se passe-t-il? Eh bien, on voit qu'à la fois la teneur en eau varie, bien sûr, donc elle augmente sur la face d'échange, mais elle augmente, regardez ici, on a un champ de teneur en eau qui n'est pas uniforme dans l'épaisseur, dans la taille de la fibre. Et quelque part, on a des choses qui vont s'alimenter ensemble, une diffusion macroscopique et une diffusion microscopique. Et on va regarder, au fur et à mesure du temps, vous voyez, on arrive, lorsque le temps est assez long, on va retrouver un champ à peu près uniforme dans la fibre, et on va retrouver, in fine, l'équilibre, avec la teneur en eau d'équilibre. Tout est uniforme, mais sur des temps très longs. Ça, je ne vais pas commenter. J'avais regardé dans un article, on a dit, voilà, qu'est-ce qui, sur l'utilisation de un bâtiment, qu'est-ce qui, à partir de quand, ou en deçà de quelle épaisseur, cet effet double échelle est-il important? Bien, par exemple, si, je ne vais pas commenter complètement ça, mais on se rend compte que si je veux regarder la capacité de stockage du matériau dans l'alternance jour-nuit, cet effet double échelle est très important. Si je veux le faire au niveau saisonnier, cet effet double échelle peut être oublié complètement. Alors, je ne vous ai pas montré les équations, mais le modèle que j'ai mis avant, on a quand même un modèle macroscopique, et dans chaque maille du modèle macroscopique, on a un maillage de la fibre microscopique. Donc c'est une vraie modélisation double échelle. Très fortement lié, très fortement couplé. Donc voilà, c'est un vrai arsenal mathématique d'analyse numérique pour résoudre ça. C'est des temps de calcul qui ne sont pas si longs que ça parce que les méthodes sont efficaces, mais voilà, des temps de calcul qui ne peuvent plus être utilisés en méthode inverse, par exemple. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce que l'on peut remettre à l'échelle macroscopique, pour un modèle rapide, ces effets double échelle. Donc c'est publié, hein, je vous laisse. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre à l'échelle macroscopique? On peut mettre cet effet double échelle dont je parlais, la fibre et la phase. Donc la fibre, phase de stockage,
et la phase gazeuse qui est une phase de conduction, quelque part, thermique, hydrique. Et puis on peut mettre aussi des choses qui sont un peu plus complexes, relaxations moléculaires, qui sont observées dans tous les matériaux hygroscopiques, tous les matériaux d'origine naturelle. Lorsqu'on fait un isotherme sur des humidités relatives assez fortes, que va-t-il se passer? Dans les macromolécules, quand je mets des molécules d'eau qui vont écarter les macromolécules, eh bien ça va, avec une mobilité macromoléculaire, de gré en gré, ça va faire comme un effet de fermeture éclair, ça va ouvrir les macromolécules et faire de nouveaux sites de sorption, qui vont se remettre là et qui vont continuer à faire gonfler. Et donc on aura un temps caractéristique qui n'est plus un temps de diffusion, qui est un temps de mobilité moléculaire. Et ce temps caractéristique il peut être très très long, plusieurs jusqu'à la journée, assez facilement. La méthode qu'on a proposée permet de prendre en compte ces deux échelles non macroscopiques où il y a des constantes de temps qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, voilà, on a la constante de temps macroscopique qui est un comportement phi qui est anormal. On a un temps caractéristique qui ne bouge pas avec l'épaisseur réaction moléculaire, la plus grosse constante de temps. Et puis le microscopique qui est lié, c'est une diffusion, mais à l'échelle moléculaire. Donc le temps caractéristique, on peut lier à la taille des occlusions divisée par la diffusivité, mètre carré par seconde, de la diffusion dans ces occlusions. Donc là, on a, pour résumer, ici, on a un vrai phénomène macroscopique de diffusion. Ici, on a un vrai phénomène de diffusion, mais qui est microscopique, qui donc ne dépend plus de l'épaisseur, c'est pour ça que c'est une constante. Et ici, on a un phénomène de relaxation, qui n'est pas une diffusion, mais qui est importante pour avoir, par exemple, la teneur en eau au cours du temps. Et bien, comment on fait ça? On fait ça avec des fonctions mémoire. Donc, on regarde le comportement d'un matériau avec des fonctions kernel sur quelque chose un changement soudain d'humidité d'équilibre, d'humidité relative. Et cette fonction phi, on va la mettre dans la fonction macroscopique, avec un produit de convolution, en supposant que le comportement est linéaire. Donc, on a cette fonction phi. Et ici, finalement, on a, ici, c'est la dérivée de la fonction phi. Et on a ce point de convolution qui s'intègre dans la variation au cours du temps, donc le temps d'accumulation. Donc on a la vraie teneur en eau d'équilibre, plus quelque chose qui est différé, qui prend en compte l'histoire du matériau, donc point de convolution de 0 à l'instant t. Et si on fait ça, on arrive à, je vais aller vite, mais on arrive à prédire parfaitement le double échelle qu'on avait avant. Et on a gagné 2 ou 3 ordres de grandeur dans le temps de calcul. Et donc on peut l'utiliser, moi aujourd'hui j'utilise couramment sur les polymères, sur du packaging, j'utilise couramment pour identifier les causes de diffusion et identifier ces termes de relaxation, parce que le modèle est assez rapide pour le faire en méthode inverse. Voilà, je passe ça vite. Je passe ça vite également. Quelques images pour le plaisir des yeux. On a fait aussi, avec le tomographe que j'ai présenté, le tomographe permet d'avoir la morphologie, une des données de base pour faire du changement d'échelle, mais permet aussi de faire des sollicitations et de regarder, par exemple, l'écoulement. Alors ici, je pourrais parler longuement, hein, l'écoulement de liquide. On a mis 2 liquides, de l'eau et de l'huile de silicone, dans du peuplier. Et c'est intéressant parce que la façon dont les pores sont... l'invasion des pores dans une tige de plante fonctionne complètement différemment de la façon dont les vaisseaux jouent leur rôle dans la circulation de la sève brute dans les arbres. Voilà, donc circulation de sève brute, c'est monophasique, c'est des pressions négatives, hein, il faut savoir la sève brute dans les arbres a une pression négative, d'où le gros problème du potentiel hydrique, et c'est pour ça que les arbres ferment leurs stomates pour ne pas qu'il y ait de cavitation. Donc on pourrait parler longuement de la circulation des sèves dans les arbres. Mais si on observe au tomographe comment se comporte le matériau une fois qu'il est sorti du bois qui a été séché, sorti de l'arbre qui a été séché, le comportement est très très différent. Je n'ai pas le temps de faire du détail là-dessus. Et on avait, encore une fois, remodélisé ça avec une équation SAT de Washburn, invasion capillaire, mais en prenant en compte l'anatomie, ici c'est de l'épicéa, prendre en compte l'anatomie pour avoir une invasion à 2 dimensions. Ça passe rapidement dans le bois final de l'épicéa, là où les ponctuations ne sont pas aspirées. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous n'allez pas comprendre. Et ensuite, des rayons ligneux qui permettent d'avoir le transfert de la zone de bois initial. Complètement, alors juste pour dire,
Non, c'est pas grave. Pourquoi je peux pas? Ah oui, c'est ça, pour revenir. Voilà. Juste pour dire, c'est paradoxal. Dans les résineux, ici, le résineux n'est fait que de trachéides. Ça, c'est la partie bois initiale, avec des grosses trachéides qui vont servir de conduction de la sève brute. Et ici, la partie finale, qui est plutôt un rôle de soutien mécanique. Dans le bois, une fois qu'il a séché, parce que justement, il y a des ponctuations aréolées qui sont là dans l'arbre pour protéger en cas de cavitation, en cas d'embolie, s'il n'y a plus d'eau, par exemple, en cas de stress hydrique très fort, il n'y a plus d'eau, on peut avoir une rupture de la colonne de sève. Comme toute la colonne de sève est à pression négative, si rien n'est fait, ben l'arbre, il meurt complètement. Ces ponctuations aréolées permettent la circulation de la sève brute en temps normal, mais c'est des petites valves qui vont se fermer s'il y a de l'air dans un endroit. Et ça va compartimenter la cavitation. Ce qui veut dire que dans du bois sec, ces ponctuations ont été aspirées. Et donc, elles ne jouent plus le rôle de transfert. Donc, le tissu qui jouait le rôle de transfert dans l'arbre ne joue plus le rôle de transfert dans le bois matériau. En revanche, la partie qui ne servait pas de transfert dans l'arbre, comme les parois sont très épaisses, les ponctuations ne sont pas aspirées. Et donc, quand j'ai du bois qui est sec, c'est ici que l'humidité va passer. Voilà, juste un exemple de dire comment c'est très contrasté entre ce qui se passe dans l'arbre et ce qui se passe dans le bois est très différent. Et comme j'ai dit, je n'ai pas de temps pour la conclusion et je vous remercie pour votre attention. Merci Patrick pour ton excellent exposé pédagogique sur un problème compliqué aussi, complexe. Voilà, donc place à quelques échanges, questions, éclairages, voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, au moment, juste avant de poser votre question? Oui, s'il te plaît. Alors, c'est Nourdine Zekri de l'Université d'Oran, Algérie. Je vous remercie pour cette présentation très instructive. J'ai beaucoup appris. Seulement, en tant que physicien, j'ai peut-être une remarque à faire concernant vos équations de diffusion, de conservation. Ça s'applique à un système qui est très complexe, poreux, où il y a de la porosité. Et si vous avez de la porosité, vous n'avez pas toujours de la diffusion. Vous avez parfois de la sous-diffusion induite par la porosité, la complexité du système, et parfois aussi de la superdiffusion induite par la convection. Et donc, ça conduit à une sous-relaxation aussi et une super-relaxation. Comment vous comptez introduire ces phénomènes dans votre modèle? Merci. Merci pour la question. Ça, c'est un vrai... vous soulevez une vraie question de où est-ce qu'on met le curseur entre la complexité et l'aspect opérationnel d'un code. Alors déjà, la réponse sur la superdiffusion liée à la convection, c'est pris en compte, bien sûr. Et ça, dans les équations, c'est pris en compte. Il y a des phénomènes... Alors moi, j'ai travaillé avec mon collègue australien sur les diffusions fractionnaires, par exemple. Donc on essaie d'avoir des choses où justement, ces diffusions qui se comportent un peu différemment, où on voit diffusion d'un milieu fractal hein, qui dépendent de la taille. Donc on a travaillé là-dessus, beaucoup. Et lui, c'est son dada, quoi. Donc il a beaucoup travaillé dessus. Moi, en tant que physicien, j'ai beaucoup travaillé avec lui pour essayer de trouver des exemples d'application, et c'est pas si facile que ça. Donc ces diffusions anormales, eh bien, c'est justement quand on met un Dirac sur un matériau et on se rend compte que le champ ne dépend plus comme la racine carrée du temps ou racine carrée de sûreté. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte dans ce modèle-là. On peut le prendre en considération, mais je dirais que dans ce jeu d'équations macroscopiques, il y a une autre difficulté majeure dont je n'ai pas parlé, c'est que quand on parle de perméabilité, perméabilité intrinsèque, ça va. Dans les équations sur RDBA, il y a une perméabilité relative, il y a une pression capillaire. Déjà, le fait de supposer que ces deux fonctions, ce sont des fonctions de teneur en eau, dépendent que de la teneur en eau,
on sait qu'on est faux. Ça ne dépend pas que de la teneur en eau, ça dépend de l'histoire de la teneur en eau dans le matériau. Donc si j'ai tant de grammes d'eau par gramme de bois ou de milieu, eh bien l'histoire du matériau va faire que la partition de l'eau liquide dans le matériau n'est pas la même. Et ça change complètement les cheminements de la phase gazeuse dont vous parlez. La porosité, si on a un milieu monophasique, c'est à peu près bien maîtrisé. Si le milieu est diphasique, eh bien on sait qu'on fait des très très grosses approximations. Et c'est des paramètres d'ailleurs qui sont très difficiles à mesurer. Si on regarde dans le champ des milieux poreux, il y a ceux qui traitent comme moi, comme le séchage, où on se focalise sur le couplage chaleur-masse. Et ça, c'est le principal enjeu. Si on fait les pétroliers vont regarder plutôt ces termes de parité relative. Et ils sont dédiés, parce qu'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de changement de phase. Donc ils ont dédié tous leurs efforts pour essayer de mesurer les parités relatives. Et Dieu sait que ce n'est pas facile. Donc voilà, donc, par rapport à tout ça, ces paramètres-là, ils sont cruciaux sur les simulations que l'on fait. Moi, aujourd'hui, avec mes collaborateurs, avec mes collègues, ces fonctions, on ne peut les déduire que par méthode inverse. On a par exemple des champs de teneur en eau mesurés par le séchage par rayons X. On a un modèle et on va adapter de façon très sommaire. Très sommaire, c'est-à-dire quoi? Je mets la parité relative à la phase liquide, c'est la saturation puissance n. Eh bien, on va jouer sur n. Donc, on a réduit l'espace des fonctions qu'on utilise. Et c'est ça qu'on fait pour essayer d'approcher des choses. Mais on sait très bien que dans ce cas-là, la simulation va être précise, pratiquement, que pour des configurations proches de celles qu'on utilisait pour identifier les paramètres. Donc, vous voyez, on est très loin de la super ou sous-diffusion dont vous parlez. Donc, merci. Et ça, je dirais que si on fait du couplage, on ne peut pas tout faire à la fois, quoi. Merci. Question suivante. Je vous remercie pour votre très bonne présentation. Donc, j'ai deux questions relativement simples. Monsieur Larbi Youssef, laboratoire CERTES, Université Paris-Est de Créteil. Donc, le modèle d'estimation, donc les méthodes inverses. Oui. Est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît, un calcul d'incertitude et vous nous dites à peu près combien vous trouvez? Et pareil, dans les méthodes inverses, il faut initialiser les paramètres à chercher. Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez des valeurs n'importe quoi et vous arrivez à peu près à ce que vous trouvez, ou bien vous prenez quelque chose qui vraiment se rapproche, parce qu'on connaît, on connaît la solution? Très, très. Alors la Merci. Première question, incertitude, je l'ai fait récemment. On se rend compte que la certitude, je l'ai fait récemment sur un article que je viens de soumettre, donc j'ai bien ça à l'esprit. Les incertitudes, quand on regarde la propagation de l'incertitude, quelque part, on se rend compte que l'incertitude des valeurs numériques, des valeurs mesurées, l'emporte. Donc, oui, on fait du transfert d'incertitude, mais la valeur mesurée, c'est en gros la précision des mesures qui va compter. Après, sur les valeurs initiales, alors bien sûr, on a des modèles très fortement non linéaires. Ces modèles très fortement linéaires, forcément, vont induire le gros risque d'avoir des minimums locaux. Donc ça, si on ne traite pas ça, on est complètement mort. Donc, normalement, dans ce que l'on fait, alors déjà, moi je prends la méthode du simplex qui ne demande pas de dérivés, même si j'utilise aussi le particle swarm optimization. Enfin, on a utilisé plusieurs méthodes. Mon expérience montre que la méthode, si elle est bien faite, on arrive à la même convergence. Ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est une fois qu'on a convergé une fois, reperturber et relancer le code pour voir si on n'est pas avec un simplex ou un champ très large pour être sûr qu'on retombe au même endroit. Donc ça, c'est la précaution. Il n'y a pas de précaution infinie pour dire on est certain de ne pas avoir un minimum local. On a des phénomènes très fortement couplés, très fortement linéaires. Donc, certifier qu'on est toujours au minimum local, je ne le ferai pas, mais on prend des précautions pour essayer de le faire. Et j'ai essayé plusieurs méthodes complètement différentes de minimisation, et ça marche. Maintenant, sur la certitude du modèle lui-même, méthode inverse, c'est quoi? C'est une mesure, c'est un modèle physique
et c'est un logiciel de minimisation. Et c'est un critère aussi, parce que les critères, souvent, il faut se méfier des critères. Il faut pondérer, par exemple, sur... moi, tous les critères que je prends, chaque point expérimental est pondéré. Sinon, si on a beaucoup de points à l'équilibre et qu'on ne pondère pas là où il n'y a pas d'équilibre, le modèle se plante. Donc, l'établissement du critère est important. Modèle physique, minimisation, critères et bien sûr expérience. Donc, si on regarde la progression d'erreur dans tout ça, normalement, l'expérimental compte beaucoup et le modèle physique compte beaucoup. Souvent, le modèle physique, on sait très bien s'il est capable ou pas de retrouver la réalité. Tout à l'heure, j'ai dit, parce que moi, ça me saute aux yeux, quand j'ai montré la méthode face-arrière avec la méthode optimisée, le paramètre optimisé, il y avait une différence de courbe. Ben, la différence de courbe, je peux vous dire maintenant, c'est lié à ce phénomène double échelle, qui n'était pas pris en compte dans le modèle que j'ai appris. Donc, soit la qualité des courbes, et soit on a toujours, on minimise, non pas sur une valeur, mais sur une courbe temporelle. Et donc, si la courbe temporelle est bien représentée, ça donne confiance au modèle. Si la courbe temporelle n'est pas bien représentée, on se pose des questions sur le modèle. Donc, c'est aussi une façon d'avancer et de comprendre des choses. Merci. Question suivante. Est-ce que je me présente, si vous voulez? Comment? Je me présente? Bien sûr. Moi, je te connais. Beaucoup te connaissent. Moi, je ne te connais pas. Bon. Ah, il me connaît. Alors, c'est donc, Kamel Halwani, donc, professeur à l'Université de Sfax, en Tunisie. Bon, bien sûr, je suis vos travaux depuis plus que de 25 ans maintenant, début des années 2000, avec les modèles que vous essayez de compléter chaque fois en tenant compte de certains phénomènes plus complexes à l'intérieur des microstructures de la matière végétale et particulièrement le bois. Donc, coupler les phénomènes de transfert avec les variations de la microstructure, les effets de traitement thermique sur... donc... C'est vrai, je n'ai pas présenté ça. Ce n'est pas une question, mais juste un échange avec vous. Maintenant, je pense que vous avez une base de données assez, je ne peux pas dire complète, mais assez large, pour peut-être switcher de la modélisation numérique avec les équations de transfert au modèle d'intelligence artificielle, peut-être, qui pourront maintenant vous offrir, avec cette base de données assez large, une prédiction peut-être plus réaliste, plus complète, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ouvre beaucoup de perspectives. Voilà. Hier, quand j'ai fait ma présentation, j'avais fini par dire quel est l'avenir. Moi, je crois beaucoup au couplage. Je ne parle pas d'intelligence artificielle, plutôt de machine learning. Et donc, on essaie de coupler modèle mécanistique et machine learning. Par exemple, on le fait. Alors, moi, je présente des transferts que je fais depuis longtemps, mais aujourd'hui, je fais de la modélisation de bioprocédés, biotechnologie, production de médicaments par biotechnologie. On fait des modèles mécanistiques du vivant. Tu vois, donc, c'est pas facile. Et là, je suis convaincu que le machine learning peut apporter au modèle mécanistique. Mais je redis que souvent, parce que je veux me mettre sur cette niche-là, moi, je fais du... Je pourrais parler longuement, mais tu m'arrêtes. Mais, machine learning, un exemple que je donne souvent. Nous, on a été biberonnés aux équations de transfert. On a un US-Stokes. Aujourd'hui, si vous regardez la prédiction météo, la machine learning, maintenant, ça existe partout, mais les voitures automatiques, les voitures autonomes, prédiction météo, reconnaissance faciale. Ça, c'est des trucs qui ont été explosés complètement par le machine learning. Toutes les méthodes mécanistiques, en gros explicatives, ont toutes foiré par rapport à ça. Aujourd'hui, la prédiction météo à 10 jours, avec une base de données qui existe bien, est presque aussi bonne que la résolution de Navier-Stokes. Ça fait mal quand même, hein. Mais je dis, attendez, les modèles mécanistiques, maintenant on se pose sur le problème du climat. Quel sera le climat sur Terre dans 50 ans? Le machine learning ne peut rien y faire. Le machine learning est basé sur une base de données. Donc le machine learning est basé sur ce qui s'est passé dans le passé. Il n'a aucune capacité prédictive. Donc moi, ce que j'essaie de revendiquer, c'est comment le machine learning peut compléter le modèle mécanistique. Ce n'est pas prendre à la place du modèle mécanistique, c'est le prendre ensemble. Je vais aller au prochain congrès IDS en Chine. Je ne sais pas qui va aller en Chine. Et là, je vais présenter
comment, par exemple, l'esprit, je prends un modèle mécanistique pour faire une base de données et j'exploite cette base de données par machine learning, par réseaux neuronaux. Ça marche du feu de Dieu. Et donc, je voulais mettre ça, j'ai pas le temps, donc je l'ai enlevé hier, en préparant. Ouais. Et ça, moi, en gros, juste pour être quelque part, hein, quand même, pour moduler les choses. Dans ce que l'on fait là, au transfert couplé de charge de masse au milieu poreux, je trouve que le modèle mécanistique, quand vous moi, je les ai, c'est pas mal, quoi. Pourquoi s'en mettre au machine learning? Enfin, sincèrement, je suis arrivé au machine learning en complément au mécanistique par la modélisation du vivant. Parce que c'est tellement complexe qu'on peut mettre en équation, c'est très difficile. Donc, on sent qu'il y a besoin de compléter. Hein. Je ne sais pas si je me fais... Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas faire du machine learning pour faire de la thermique. La thermique, c'est bien calé. On sait faire de la thermique. Voilà. Mais quand même, sur les bases de données matériaux, sur l'aspect stochastique, sur la variabilité des matériaux, il y a sûrement des choses à faire. Moi, je commence à avoir une base de données sur mon disque. Hein, j'ai des fiches matériaux. Hein, comme j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai des fiches matériaux. Je me pose la question de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un logiciel à la disposition de la communauté pour faire ça, par exemple? Et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais il y a toujours quelque chose qui me freine. On met une base de données matériaux. Moi, je fais de l'agression depuis des années, hein, autant de caractérisation que de modélisation. Je me donne pas mal d'idées sur un matériau très simple, béton cellulaire, j'ai un facteur 2, facile. Sur du bois, j'ai un facteur 10. Donc maintenant, je mets une base de données matériaux, je mets l'épicéa, je mets 10 moins 16 en perméabilité. Et les gens l'utilisent pour faire du calcul. Ils vont me dire que ça ne marche pas, votre calcul. Parce que 1 peut être 10 moins 17, 10 moins 18. Comment je me positionne par rapport à ça? Ça, c'est pas facile, quoi. Donc l'aspect stochastique, l'aspect variabilité des propriétés du matériau, et on peut aller même plus loin. Moi, je regardais récemment des articles et j'ai participé à un projet international tout bête de mesure d'isotope d'absorption. Donc les mêmes produits que des données à plusieurs labos sur la planète. Et comment il s'appelle il y a une première article qui est sorti, il y a peut-être 50 noms dans la publication, juste pour dire, vous faites un truc classique, qu'est-ce qu'on obtient? Isotope d'absorption. C'est pas le bout du monde, c'est le premier truc que je vous ai montré là. Eh bien, il y a plein de différences entre différents laboratoires qui sont experts. Donc ça reste la caractérisation, pour moi, est quand même une vraie question, parce qu'après, quand on simule, on va simuler avec des produits, avec des valeurs caractérisées. Quelle fiabilité? Alors moi, j'ai insisté aujourd'hui sur comment être sûr que ce que l'on mesure est plutôt pertinent par rapport au matériau qu'on a mesuré, mais on vient de voir une autre question. Si je mesure 10 échantillons du même matériau, qu'est-ce que j'obtiens? Et si je veux simuler un bâtiment, qu'est-ce que je dois faire avec cette variabilité? On parlait de propagation d'erreurs, on peut parler de propagation d'incertitude. Mais c'est ça, c'est pour ça que la science est intéressante. Hein. Encore une question. Je suis trop bavard. Hein. C'est intéressant, donc profitez de l'assistance. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Je suis Tatiana Butova de l'École des mines de Paris. On fabrique des matériaux poreux à base de polysaccharides. Donc, le séchage, on fait les aérogels, hein, que je vais présenter demain. Oui. Ah oui, donc, le séchage et le vieillissement, c'est très important pour nous. Donc, je suis très intéressée par votre modèle. Et ma question est, est-ce que dans votre modèle, c'est possible d'incorporer la composition, c'est la suite de cette question, la composition de matériaux comme le lin, on sait que ce n'est pas la même chose que le bois. Cellulose et hémicellulose lignine, et je ne parle pas de comparaison entre cellulose et amidon. Et amidon n'est pas la même chose d'amidon, amylose, amylopectine. Est-ce que c'est faisable? Alors, compliqué. Il y a deux questions. Je décode deux questions dans votre question. Une façon accessible de faire, c'est de caractériser et de mettre des paramètres qui changent. Si votre question, c'est de dire est-ce qu'on peut déduire les propriétés diffusives en fonction de la composition macromoléculaire, alors là, on ouvre un champ qui est intéressant. Moi, je m'y suis confronté. Dynamique moléculaire, approche gros grain, avec des diffusions, c'est-à-dire des patins assez longs, des conformations de molécules qui changent. Je vais parler de réactions moléculaires.
on est encore au bas, même ça progresserait très vite avec la puissance des ordinateurs, mais c'est pas inaccessible à l'avenir. Hein. Je pense qu'on peut... moi, j'avais fait ça il y a quelques années, et le problème qu'on a pour faire de la diffusion sur ces macromolécules végétales, c'est qu'on doit caractériser des migrations de petites molécules, H2O, c'est tout petit, H2O, en prenant en compte les sites d'absorption et la mobilité macromoléculaire. Donc, macromoléculaire, c'est pas qu'un monomère. Hein. Déjà, monomère, c'est beaucoup plus court, mais voilà, mobilité macromoléculaire. Et donc, quand on a dit ça, on a dit les limites du calcul. Il faudrait avoir je sais pas, des millions d'atomes pour être à peu près réaliste. Mais ce n'est pas inaccessible. Et ça avance très vite avec la puissance de l'ordinateur. Donc ça, moi je connais, il y a déjà à Grand Paris Tech, Olivier Vitrac qui travaille là-dessus. Moi je travaille avec Karim Mazo qui travaille là-dessus aussi. Donc ça devient accessible. Aujourd'hui, on sait bien que la dynamique moléculaire permet d'avoir des conformations de protéines et d'avoir les sites actifs des protéines. Voilà. Alors, site actif de protéines, ce n'est pas forcément plus difficile, hein, parce qu'il faut qu'on ait des petites molécules dans ces protéines. Donc voilà, je pense qu'il y a une approche un peu expérimentale. Nous, on travaille aussi sur un matériau à base d'amidon. Hein, donc on se confronte un peu à l'amidon. Voilà, l'amidon, on est en train de mettre en place une manip de fluorescence UV pour justement regarder la mobilité de l'amidon en fonction d'un temps de rando. Moi, j'aime bien aussi, comme je suis physicien, avoir des sondes indirectes. Hein. J'ai fait des mesures de perméabilité à différents niveaux de pression. Avec ça, on change le libre parcours moyen. Et on regarde comment la perméabilité apparente varie avec le libre parcours moyen. Donc, on a une manip macroscopique qui est une sonde microscopique de la taille des pores actifs. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ces manips-là. Donc, on peut faire des choses, on peut imaginer des choses comme ça. Mais oui, la réponse n'est pas simple. Merci. Allez, dernière question. Merci, Lounès. Cheikh Zardoudi, donc de l'INSAT Tunisie. En fait, deux petites questions concernant l'anisotropie du matériau. Comment elle intervient dans votre modèle? La deuxième question, c'est l'effet de la capillarité, parce que je n'ai pas vu, en fait, quelque part, la tension superficielle dans les équations. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce problème, puisque je pense que la capillarité dans les milieux poreux aussi a un effet pour le drainage? Non, bien sûr que... Alors, c'est quoi, la première question, c'était quoi? J'ai oublié. L'anisotropie. L'anisotropie, oui. Dans tout ce que j'ai mis la formulation, alors je ne le fais plus, je pense que je l'ai fait, j'ai mis des caractères en gras. Donc tous les paramètres lambda des K sont des tenseurs. Si on oublie l'anisotropie sur du bois, on se plante complètement. Donc oui, l'anisotropie, bien sûr, il faut la prendre en compte. Actuellement, on est en train, et c'est plus difficile, si c'est du bois, c'est très fortement anisotrope. Ordre de grandeur, perméabilité, 1 million. On peut avoir 1 million de fois plus perméable dans une direction que dans l'autre, sur des feuillus. Moi, je ne connais pas d'autres matériaux qui ont 1 million de fois, un facteur 1 million d'anisotropie. Donc oui, l'anisotropie est très importante. Sur le bois, c'est pas si mal, parce que si je prends un morceau de bois, si j'ai la direction longitudinale, je sais quelle est l'orientation longitudinale. Maintenant, on est en train de faire des matériaux à base de béton de chanvre, béton de M-Chiefs, de béton de chanvre. Et bien là, on a des matériaux qui sont avec des agrégats, avec du liant. On a pris, j'ai une thèse qui vient d'être soutenue, on a pris de la chaux comme liant. Si je veux prédire les propriétés mécaniques, ou même diffusives, ou même thermiques, il faudrait prendre en compte l'anisotropie de chaque particule. Donc même si je connais la sonorité de particule, la difficulté est de retrouver les directions d'anisotropie de chaque particule. Et là, actuellement, on se casse les dents. On a des beaux scans en tomographe, on essaie de séparer les particules, et bien on voit des particules qui sont croisées, on ne les sépare pas, et du coup, je ne sais pas adapter, il faudrait mettre cette direction-là dans celle-ci et celle-ci dans celle-là. On se casse les dents actuellement pour avoir la direction de l'anisotropie de particules anisotropes qu'on réassemble pour faire un matériau. Donc voilà, donc l'anisotropie, c'est pris en compte si on connaît les directions locales d'anisotropie. C'est par exemple ce que j'ai montré sur le bois. On a réussi comme ça à déduire le lambda sens fibre, sens travers, grâce à un modèle anisotrope. Donc oui, c'est pris en compte, mais sur un matériau complexe avec des granulats qui sont eux-mêmes anisotropes, panneaux de fibres,
c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il nous faut les directions locales d'anisotropie, qui est le traitement d'image 3D. Autre question, sigma, bien sûr, quand je parle de pression capillaire c'est quoi? C'est sigma fonction de T fois une courbe pression capillaire. Encore une fois, on simplifie. Et moi, je fais des courbes de pression capillaire par tomographie. On a la direction de taille de pore, on les ordonne, et on a une fonction géométrique de direction de taille de pore en fonction de la saturation. Ça, c'est la taille des ménisques, multipliée par sigma, et c'est la pression capillaire. Donc, quand je mets pression capillaire, c'est ça, bien sûr. Donc, dans mes codes, j'ai sigma de T fois cette fonction capillaire. Bien sûr. Mais c'est parce qu'on le fait qu'on le fait bien. C'est parce qu'on le fait qu'on le fait bien. Par exemple, Lounès qui me regarde, mais pression capillaire, par exemple. Parce que la pression capillaire, déjà, la vue d'esprit de dire on commence par les petits pores et on remplit les plus gros après, ou quand on vide les plus gros, on vide les plus petits. Non, si je prends mieux pore, je souffle dessus, eh bien, c'est pas ça qui va se passer. Donc, la fonction pression capillaire, fonction taille de pore, fonction de saturation, n'est pas fonction unique, dépend de l'histoire du matériau. Donc, par exemple, nous, actuellement, je travaille avec Romain Raymond à l'École du Bois à Épinal, pour dire, on a fait beaucoup de pression capillaire pour le séchage. Maintenant, on est sur la pathologie des bâtiments. Pression capillaire pour la bibition. Eh bien, la courbe pour le séchage ne marche pas pour la bibition. Et ça, nous, pourquoi on le sait? Parce qu'on a observé les pressions capillaires par rayons X, par atténuation rayons X. Donc aujourd'hui, on a l'information. On a le champ de Tenorno au cours du temps en ablation capillaire. On a mis sur notre tomographe un système à volume constant, contact avec du bois, et on a regardé comment ça se passe au cours du temps. On a l'information. Et on sait que la courbe séchage, PC, pression capillaire pour le séchage, ne marche pas pour la bibition. Voilà.